Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala TV. Merci parce que vous êtes nombreux à vous abonner sur notre chaîne. C'est un motif de joie pour nous de voir que chaque jour nous évoluons avec le nombre d'abonnés, nombre de partages, nombre de vues. Ceci nous encourage à continuer à faire correctement notre boulot, toujours avec l'idée de vous servir et servir notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Le parti politique Les BAT s'apprête à faire la sortie officielle. C'est dans ce cadre qu'une conférence de presse a été organisée la semaine dernière pour présenter les idées maîtresses de ce parti politique en gestation. Nous allons recevoir l'initiateur de ce parti qui va nous faire revivre ce qu'a été la journée de week-end dernier consacrée au point de presse sur le lancement officiel du parti. Lèvons-nous et bâtissons la RDC. Les négociations ou les consultations ou les dialogues de Nairobi continuent. Selon les officiels congolais, pas question que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontre les groupes rebelles. Mais j'ai appris de certaines sources qu'il y a des discussions qui, dans le sens de vouloir intégrer certains éléments de ce groupe rebelle au sein de l'armée. Et puis, il y a une autre discussion sur la réinsertion, la réintégration au niveau de nos communautés. Est-ce que ces assises vont aboutir à une solution de paix durable au niveau de la partie est de la RDC? Les quelques initiatives qui ont précédé celle-là n'ont pas été assez concluantes. Espérons que cette fois-ci, les choses vont changer. Et puis, on va finir par l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde Kyenge, le premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a fait son bilan. D'après lui, son bilan est globalement satisfaisant. Le débat est allé dans tous les sens. Nous aussi, nous allons nous efforcer pour tenter de comprendre si ce qu'a dit Sama Lukonde est vrai ou que il n'avait pas d'autre choix que de dire que le bilan est satisfaisant, à place de dire qu'il est négatif. A-t-il prêché pour sa propre église? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Et puis il y a la déclaration tapageuse, selon certaines analyses de Denis Kadima, qui a dit ou qui a rassuré que nous aurons des élections en 2023. Entre-temps, pas de calendrier, pas de plan de décaissement, pas de réforme électorale. En tout cas, les éléments à notre possession nous poussent à croire qu'il sera difficile dans ce contexte, si rien ne change, que le Congo ait des élections en 2023, c'est-à-dire à la date voulue par la loi fondamentale. Voilà l'actualité telle qu'elle se présente ce jour au niveau de la RDC. Pour en parler, nous recevons pour vous Alain Bolodjoa. Il est l'initiateur du parti politique en gestation. Lèvons-nous et bâtissons. C'est avec lui que nous allons analyser toutes ces questions d'actualité pour vous éclairer. Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Comment allez-vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Voilà, vous avez organisé le point de presse le week-end dernier, au cours de laquelle vous avez annoncé officiellement au peuple congolais que vous vous préparez pour le lancement ou la sortie officielle du parti politique Les BAT. Mais il y a eu quand même plusieurs intervenants, il y a eu du contenu. Pouvez-vous en quelques minutes nous donner ou nous faire les comptes rendus de cette activité politique pour que ceux-là qui n'ont pas eu le temps de suivre ce point de presse puissent au moins comprendre ce qu'a été le contenu ou la teneur de cette activité politique que vous avez organisée dans le cadre de votre parti politique Lèvons-nous et bâtissons? Oui, premièrement, comme vous le savez, l'idée de créer ces partis a germé bien avant. Nous avons eu à mener d'autres activités. Nous avons pu organiser pratiquement 3 conférences de presse dans le même sens, justement parce que nous voulions sensibiliser la population pour que celle-ci arrive à intégrer ou à adhérer à notre vision. La politique, c'est une action groupale. La politique, c'est fait avec plusieurs personnes. Et le parti politique, au regard non seulement de la loi, mais même des visées
politique des partis politiques, on a besoin de beaucoup d'adhérents. Et de ce fait, nous avons voulu sensibiliser notre peuple et surtout les jeunes, particulièrement ceux qui sont des étudiants, des jeunes dans plusieurs disciplines, justement pour que nous arrivions à mettre sur pied ces partis qui a un algorithme qu'ils voudraient présenter à la population. Cet algorithme va essentiellement se baser sur le renforcement de la capacité de la population de manière générale afin de favoriser l'atteinte des objectifs socio-économiques du pays en mettant un accent particulier sur le souci d'enclencher ou de mettre le Congolais en position d'opérer leur croissance économique individuelle. Voyez-vous? Et devant cette réalité, nous avons voulu assez que nos amis de la presse, parce que comme vous le savez, Alain Bolojua est le fruit de la presse. C'est grâce à la presse que nous sommes devenus ce que nous sommes. Et nous avons voulu les associer justement pour faire passer ces messages. Heureusement pour nous, il y a eu des échos, il y a eu beaucoup de réactions dans des sens divers. Il y a certaines personnes qui ont considéré que nous avons été financés par certaines personnalités. On cite beaucoup de noms. On a cité aussi François Béat, parce que lors de ce point de presse, vous avez quand même pris part à ces débats sur son interpellation, son arrestation et puis sa mise en détention au niveau de la prison centrale de Makala. Oui, mais il n'est pas le seul à avoir été soutenu par nous. Moi, personnellement, en tant qu'Alain Bolojua, je n'ai pas, lorsque j'interviens dans des émissions, j'ai eu aussi à soutenir Massaro, qui est le frère à M. Kamere. Et pourquoi on ne l'a pas cité? J'ai eu aussi à soutenir Jean-Marc Kabound lorsque sa maison a été saccagée. J'ai eu aussi à soutenir Fils Moukoko alors qu'il était tabassé. J'ai eu à soutenir les enfants de la rue qui ont été arrêtés. J'ai eu à soutenir les membres du FCC comme ceux de l'UDPS, de l'Union Sacrée, de manière générale, justement parce que lorsque nous prenons parole, nous soutenons le principe. Et je ne vois pas comment les gens pouvaient seulement citer François Béat, alors qu'il y avait d'autres personnes qui étaient aussi citées. Voyez-vous, donc notre idée était de lancer ces messages. Et profitant de l'occasion, je tiens à remercier tous ceux qui ont eu à participer dans le financement de ces activités. Je préfère citer ici nos amis de la diaspora. On doit reconnaître qu'ils nous ont beaucoup soutenus parce qu'au regard du budget, il nous était difficile. Et nous avions projeté cette activité il y a bien longtemps. Et pour mobiliser toute l'enveloppe, ça nous a pris pratiquement 2 mois. Et cela a été fait grâce à leur implication. Ils ont intervenu de manière directe en nous transférant ce que nous avions besoin. Et d'autres aussi ont intervenu par l'achat des livres. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons continuer à faire. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Sur le plan virtuel, nous avons pu enregistrer plus de 12 000 adhérents. C'est-à-dire que des gens qui attendent à ce que le parti soit mis sur pied pour qu'ils puissent adhérer officiellement. Et nous avons enregistré plus de 12 000. Ça nous réconforte davantage. Et dans le message, effectivement, il y a eu beaucoup d'échos. Nous avons senti que ceux qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire nos amis de l'Axe du Mal, ils ont été secoués par le message. Et la population s'est sentie réconfortée par le fait que nous avons dit ce qui se faisait en réalité. Nous avons apporté l'information par rapport au caractère criminel de la gestion du programme des 100 jours et ces fameux programmes de 145 territoires. Et voilà, aujourd'hui, cela a permis à ce que nous enregistrons plus de 67 invitations des chaînes de télévision, justement pour que nous arrivions à expliquer ce qu'il y avait derrière le programme 145 jours. Aujourd'hui, les enfants, les jeunes qui ont été formés par le parti sont déployés dans toutes les chaînes justement pour essayer de relayer cette vision-là. Voilà. Très bien, de relayer la vision-là. La prochaine étape, c'est laquelle? La prochaine étape, on va inviter encore nos amis de la presse lors de la signature des statuts et la mise sur pied du comité provisoire qui aura pour mission de mener les démarches
administrative pour que nous soyons effectivement agréés au niveau de l'administration de l'intérieur. Très bien, mais pourquoi tout cela a été fait, le point de presse, et puis avant le lancement du parti? Oui, c'est une stratégie marketing. Parce que vous savez, la première des choses, il faut d'abord faire connaître le produit avant de le mettre sur le marché. Voyez-vous, lorsque les gens comprendront les vertus qui caractérisent notre parti, c'est en ces moments-là qu'il y aura des adhésions. Et plus il y a des adhérents, plus on a la possibilité de continuer avec les démarches. Et nous ne sommes pas les seuls. Voyez-vous, je prends l'exemple du Impair. Le Impair a été créé, d'abord on a commencé à vulgariser l'idée de l'Impair. Il y a eu les textes qui ont été préparés, il y a eu présentation des textes, il y a eu la mise sur pied du comité qui devait piloter les actions. C'est en ce moment-là que l'Impair a commencé. Vous prenez l'exemple de l'UDPS. L'UDPS a commencé en 1982 et l'UDPS a eu son agrément bien après. L'UDPS Tshisekedi a commencé vers les années 90, ils ont eu leur agrément en 2009. C'est toujours comme ça que les choses se font. On ne peut pas exister légalement sans exister d'abord sociologiquement. C'est ça, en fait, la démarche. Et nous avons voulu profiter de l'occasion pour lancer les messages et permettre à ce que les gens puissent nous rejoindre. Tous les moyens sont réunis pour les démarches administratives? Oui, parce que déjà au départ, nous n'avons pas voulu assez que nous soyons dépendants des gens. Voyez-vous, il y avait certaines personnalités politiques, que ce soit de l'ancien régime comme ceux qui n'ont jamais travaillé, ont voulu assez qu'ils nous viennent en aide avec un appui financier. Et fort malheureusement, cherchant à préserver notre indépendance, parce qu'il n'y a que ça que nous avons comme atout, nous avons préféré ne pas accepter le financement des gens. Nous avons voulu assez que la contribution provienne essentiellement de la population. Ainsi, ça va nous rendre plus redevables vis-à-vis de celui que nous considérons comme notre patron, la population. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir pu mobiliser tous les moyens, d'abord pour la démarche administrative. Et il y a aussi des caisses qui ont été ouvertes dans plusieurs coins, justement pour mobiliser le moyen afin de permettre à ce que nous atteignions cet objectif. Et la grâce que nous avons, dans nos prévisions, on peut toucher dans une enveloppe assez importante d'ici la fin de l'année. Très bien. Vous avez déjà un siège où les gens peuvent facilement aller s'informer du parti, connaître l'idéologie et prendre peut-être contact avec les secrétaires permanents provisoires du parti. Oui, le siège provisoire est situé à l'IPEN. Et nous pensons que ceux qui sont en contact permanent avec nous ont cette adresse. Et si vous voulez nous contacter facilement, ça se fera par téléphone. Nous avons un groupe WhatsApp et nous nous réunissons chaque samedi via Zoom. Voyez-vous, parce que nous avons des membres qui sont dans des provinces que nous ne pouvons pas avoir sur place. Nous organisons nos réunions par Zoom. Nous avons un groupe WhatsApp. Les travaux pour la création du site internet avaient déjà commencé. Nous mettrons en place des applications. Et donc, tous ceux qui voudront avoir des informations auront la facilité. Rapidement, le numéro de téléphone pour que... Plus 243 81 250 28 51. Ça, c'est mon numéro. On vous donnera aussi le numéro du secrétaire permanent dans de prochaines émissions. La page Lèvons-nous et bâtissons parti politique en gestation d'Alain Bolodjoa est définitivement clôturée dans cette émission. On va parler Nairobi, les accords on dit les consultations, les négociations, les dialogues. Déjà, il se pose un problème autour de la sémantique. Oui, mais c'est justement parce qu'ils veulent profiter... Ils pensent que tout le monde est assez naïf pour ne pas comprendre. Lorsque vous êtes de structures distinctes et que vous mettez ensemble, on ne peut pas parler de consultation. Voyez-vous, on consulte pour quelle finalité? Ce sont des négociations justement parce que la finalité, d'après ce que M. Félix Tshisekedi et sa cohorte veulent nous présenter, ils veulent pousser
n'est-ce pas, à ces groupes armés à revoir leurs objectifs afin d'enclencher ou d'arriver à un cessez-le-feu concerté. Ce qui sous-entend qu'ils sont en train de dialoguer, de négocier pour qu'ensemble, qu'ils puissent avoir intérêt d'entente. Ce qui est vrai, c'est que dans la négociation, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous recevez quelque chose et vous perdez quelque chose. On ne peut pas tout gagner et on ne peut pas tout perdre. Si eux ont quelque chose à gagner, certainement que l'État a quelque chose à perdre. On veut dire à ces groupes armés d'arrêter de se battre. Et fort malheureusement, dans l'ensemble, M. Félix Tshisekedi a difficile de distinguer qui est qui et qui est dans quel cadre. Je suis de ceux qui pensent que parmi les groupes armés, il y a de ceux qui se battent contre l'occupation, contre l'agression. Ce qui sous-entend que ceux-là sont dans le cadre de la Constitution, parce que la Constitution, dans son article 63, fait de la défense de l'intégrité territoriale un droit, mais surtout un devoir sacré. Ce qui veut dire que toutes ces personnes-là ne sont pas hors la loi. Ceux qui sont hors la loi sont ceux qui se sont organisés pour déstabiliser l'État. Et ceux qui viennent d'ailleurs. Vous prenez par exemple le M23. M23, ce sont des sous-traitants de l'armée rwandaise. Voyez-vous, ce sont des étrangers, des gens qui se sont organisés dans un pays étranger, avec l'appui étranger, et qui se sont organisés justement pour nous déstabiliser. Fort malheureusement, lorsque vous les amenez dans la négociation, justement, pour arriver à avoir les cessez-le-feu, ils risquent d'intégrer les structures formelles de l'État sans répondre d'abord aux exigences légales. Nous avons connu AFDEL. AFDEL était une invention rwandaise avec ses alliés. Ils ont créé l'AFDEL. Il y a eu des recrutés de l'AFDEL parmi nos concitoyens, justement pour légaliser ou sinon pour donner une information nationale. Voilà leur démarche. Et c'est comme ça qu'on a eu à recruter Ngannou Massassou et les autres. Après, il y a eu Laurent Désiré Kabila qui a été recruté. Ils ont mis le Congolais devant, mais en réalité, le pouvoir était détenu par les étrangers. Et dans leur vision, dans leur visée, c'était quoi? C'est de déstabiliser l'État pour leur permettre d'avoir des pantins et en même temps développer leur vision indécrottable que nous connaissons tous, la vision Ima Touchi. Ngannou Massassou et les autres ont été tués. Ngannou. Non, il y en avait deux en fait. Ils ont été tous tués. Laurent Désiré Kabila est arrivé, il s'est autoproclamé président. Il est arrivé au niveau de Kinshasa, il s'est installé. Comprenant que ceux qui étaient en face de lui avaient des visées contre la République, il s'est ressaisi et il a sensibilisé la population en nous disant « Levez-vous, ceux que vous voyez là, ce sont les ennemis de la République. » Et nous les avons pris en charge. Ceux qui étaient mécontents ont créé d'autres groupes armés. Ils ont créé le RCD, qui a eu des démembrements avec RCDN, RCD-KML, et il y a eu d'autre côté le MLC, avec d'autres regroupements qui ont été fusionnés pour renforcer le RCD. Pendant tous ces temps-là, lorsqu'ils se battaient, il y a eu beaucoup de rencontres au niveau international. La communauté internationale s'impliquant a voulu assez que nous négocions avec eux, a voulu assez que nous parlementions avec eux pour que eux se décident de ne plus attaquer la République, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Sun City. À Sun City, il y a eu un accord, l'accord global et inclusif. Dans cet accord, il y a eu l'accord de cessez-le-feu et l'accord de gouvernance. Et dans les options, on a parlé de la réintégration, on a parlé du brassage, on a parlé de réinsertion,
On a parlé de la démobilisation et toute la gouvernance était centrée essentiellement sur ça. On a pris les armées étrangères, qu'on les a intégrées chez nous et aujourd'hui nous parlons de l'infiltration. Cette approche avait échoué parce que cela n'a pas interdit à ceux qui avaient les velléités de développer d'autres idées, de créer des regroupements. On a eu CNDP, qui est une dérivée du RCD, qui a eu aussi à créer désolation. On a eu à les intégrer. Après, ceux qui étaient mécontents ont créé le M23. Le M23 a eu aussi à créer désolation. On a réagi, ils ont négocié, ils ont tenté d'intégrer certains d'entre eux dans les institutions et dans l'armée. Ceux qui étaient mécontents ont créé encore M23 et aujourd'hui ils sont éclatés en trois. Au moment où nous parlons, les M23 est membre de ce que vous appelez Union dite sacrée. Ça, c'est la branche politique. Non, mais la branche, comment devons-nous traiter séparément la branche politique et la branche militaire? La branche politique est celle qui a abandonné les hostilités. Non, mais effectivement, mais c'est le même M23. C'est-à-dire que quand eux, qui sont en pourparlers avec M. Félix Tshisekedi, vont accepter d'intégrer les institutions, ils deviendront branche politique et il va rester encore une branche militaire. Ce qui veut dire que nous savons tous que cette approche-là n'a pas payé. Ce sont les mêmes personnes qui ont créé des désolation, ce sont les mêmes personnes qui seront chargées de sécuriser leurs victimes. Quand vous dites que l'approche n'a pas abouti, ça veut autrement dire que celle qui est en train d'être... C'est de la haute trahison. Voyez-vous? Haute trahison. C'est de la haute trahison et M. Félix Tshisekedi doit faire très attention. À quel niveau la haute trahison? Non, c'est de la haute trahison. M. Félix Tshisekedi doit faire très attention parce qu'apparemment, il n'a pas la maîtrise de ce qui s'est fait. Voyez-vous? Ça, c'est selon vous, Alain Blotto. Non, mais je l'ai dit. Il est le seul qui a les informations fiables pour prendre... Non, mais là, vous êtes dans la norme. Oui, mais c'est ça la norme. Non, mais non. Là, comment voulez-vous que je sorte de la norme? Non, mais attendez. Ouais. Est-ce que lui, il est dans la norme? Si. Qui vous dit que ce qu'il fait, il a effectivement la maîtrise de ce qu'il fait? Voyez-vous? M. Félix Tshisekedi apparaît comme s'il n'a pas la maîtrise du dossier, il n'a pas la maîtrise de ce qui se fait. Il est allé négocier avec Kagame en Jordanie. 2 jours après, le M23 a attaqué. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Le M23, on nous dit ici que le M23 serait battu ou serait maîtrisé dans la partie est du pays. Au même moment où vous allez en négociation. Qui a pris l'initiative d'amener M. Félix Tshisekedi et tous ces bandits, et la plupart de ces bandits-là, à Nairobi pour aller parler? C'est le conclave de chefs d'État, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, le président de l'Ouganda, Museveni, le président du Burundi, et Paul Kagame d'ailleurs qui s'est absenté lors de ces conclaves. Non, il ne s'est pas absenté. Il s'est absenté. Il a eu un empêchement. Non, il a refusé de se présenter, il a refusé de répondre à l'invitation et il a envoyé un membre de son gouvernement. Ça, c'est selon Alain Blotto. Non, mais c'est connu de tout le monde. Il a préféré envoyer un membre de son gouvernement justement parce qu'il ne se retrouve pas. Ce qui veut dire que c'est déjà un mauvais départ. Voyez-vous? Si notre armée est capable de bouter ces gens dehors, je pense que la solution est la meilleure, reste la solution de la guerre. D'abord, c'est par la suite qu'on viendra voir l'éventualité de développer d'autres approches. Et l'approche diplomatique telle que développée aujourd'hui par M. Félix Tshisekedi pouvait trouver des sens si l'initiative venait de lui. Ce n'est pas lui qui a décidé. Ce n'est pas le président congolais qui a l'initiative. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui a décidé. J'ai lu Jeune Afrique. J'ai lu d'autres sources. Qui a décidé de cette initiative? Non, mais l'initiative n'est pas venue de lui. L'initiative est venue des pays que lui considère comme des pays partenaires. Le fait d'avoir intégré EAC, c'est EAC qui a pris l'initiative. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Non, mais ça peut être une mauvaise chose. Non, rien à voir. Ça peut être une mauvaise chose de lors que la quasi-majorité de ces pays sont impliqués directement à la situation. Vous avez cité l'Ouganda. Vous avez cité le Rwanda, vous avez cité le Burundi, vous avez cité la Tanzanie, vous avez cité le Kenya. Toutes ces zones-là, ce sont des zones Imatuchi.
Ce sont ces pays-là qui ont développé l'idée Imatuchi. Laurent Désiré Kabila est certes mort, mais il y a encore des vidéos qui existent. Alors comment peut-on croire... Vous voulez dire que l'entrée à cette organisation... C'est une aliénation de notre souveraineté. C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi... Vous, c'est une erreur. Non, une faute grave. Une faute très grave. On ne peut pas être aussi naïf pour... C'est un piège. Non, mais c'est même pas... On est déjà en plein dedans. On est déjà un guet-apens. M. Félix Tshisekedi, ne comprenant pas les enjeux, il pensait qu'il allait servir... Bon, je ne sais pas s'il fait partie de cette vision, mais ce qui est vrai, M. Félix Tshisekedi est au service des centres d'intérêt contre la République. Voilà pourquoi nous... Bon, mais il y a un fait quand même. Il y a un fait quand même, Alain Bolodjoa, au cours de ces négociations. Les pays que vous venez de citer ont voulu que le président puisse dialoguer personnellement, négocier personnellement avec le groupe rebelle. Le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, a dit niet. Il a refusé. L'État congolais, à travers son chef de l'État, ne va pas. Le président ne va pas aller négocier avec les rebelles. Donc, c'est quand même un acte à apprécier que le président refuse d'aller lui-même négocier avec les rebelles. Non, cher ami, soyons très prudents. Voyez-vous, c'est quand même décevant. Comment un président d'un pays tiers peut-il demander à un président qui est supposé être le symbole de l'unité nationale, qui est supposé être le symbole, qui est le symbole, qui est supposé être le symbole de l'unité nationale, qui est supposé être le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est supposé être le premier d'entre les Congolais, à aller parlementer avec des bandits. Qui a déjà vu ça dans le monde? Qui a déjà vu ça dans le monde? Mais il a refusé. Non, mais attendez, ce sont des bandits, ce ne sont même pas des rebelles. Mais oui, il a refusé, il ne va pas négocier avec eux. Il a refusé, certes, lui, il a refusé. Mais il y a les représentants de son cabinet qui sont là. Ça aussi, c'est pas faisable. Non, mais c'est pas... Non, ils sont là. Ils sont là. Voyez-vous, s'ils pouvaient mettre en place une commission des experts, peut-être on allait comprendre. Ce sont des bandits. Mobutu a eu à négocier avec Laurent Désiré Kabila parce que Laurent Désiré Kabila était un rebelle. Quelqu'un qui voulait renverser le pouvoir. Ça a été fait ainsi et moi personnellement je n'avais pas apprécié. Mais aujourd'hui ce sont des bandits. Ils n'ont même pas l'intention de venir renverser notre... Non, ils ont besoin de couper une partie de notre territoire. Ceux qui ont peut-être, ils peuvent bénéficier de notre largesse. C'est par exemple nos amis le Maï Maï, parce qu'ils sont sur pied de l'article 63, et les autres groupes armés communautaires. Mais on ne peut pas, même si M. Félix Tshisekedi pouvait avoir toutes les faiblesses du monde, on ne peut pas placer M. Félix Tshisekedi ici, et ce Rwandais-là de M23 là, pour négocier sur la problématique de la gouvernance. Il a refusé. C'est pourquoi il a refusé. Non, mais il a refusé. Qui lui avait dit d'aller dans ce monde, dans cet espace-là? Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il vient jeter de l'opprobre sur toute la République. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et qui a demandé? C'est le parrain de M. Félix Tshisekedi. C'est le fameux président du Kenya. Le président du Kenya. Il faut quand même respecter le président de notre... Non, mais c'est le fameux président. De nos frères africains. Non, mais ils sont africains, oui. S'ils ne savent même pas respecter nos institutions, comment voulez-vous? Est-ce que lui, lorsqu'il y a attentat au niveau de son pays là-bas, sera-t-il appelé à se mettre en face des terroristes? Il a dit non, mais voyez-moi... Non, mais pourquoi avoir développé cette idée-là? Il a dit, moi, chez moi, j'ai déjà négocié avec mon opposant. Voilà la relation. Voilà la relation. Est-ce que les gens doivent encourager le dialogue? Parce que moi, au Kenya, j'ai quand même réussi à négocier à dialoguer avec l'opposant le plus radical. Ridicule. Voilà pourquoi Félix ceux-là doivent apprendre à nous respecter. Je suis désolé, je ne suis pas un diplomate. Je suis ce que je suis. Ils doivent apprendre à nous respecter. C'est vrai que M. Félix Tshisekedi est le côté le plus sombre de notre pays. Mais je ne peux pas autoriser à quiconque de le considérer comme un garçon de course. Voyez-vous? Vous voulez dire que le président du Kenya le considère comme un garçon de course? Non, mais attendez. M. Félix Tshisekedi peut négocier avec l'opposition. Il ne peut pas négocier avec des bandits.
Si M. Félix Tshisekedi s'est décidé de négocier avec Fayoulou, avec Kabila, avec Moïse Katumbi n'est plus opposant, avec tous ces gens-là, on peut comprendre. Mais on ne peut pas l'obliger à aller se mettre en même point d'égalité avec ces bandits-là. Non, mais soyons sérieux. Et lorsque votre homologue vous demande ça, c'est qu'il ne vous considère pas. Et ces gens-là sont des opposants. Monsieur, nous avons eu à organiser des grandes rencontres entre l'opposition et le pouvoir. D'ailleurs, on a plus d'expérience sur ces questions. En matière de dialogue, oui, que les Kenyans. Alors, ils doivent éviter de ne pas nous considérer. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi ne sait pas se faire respecter. Et c'est cette fois-ci, il a refusé. Non, et c'est ce qu'il vous dit. Il a laissé ses émissions. Bon, maintenant, quelle suite? Parce que déjà... Non, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Vous n'attendez rien de... Non, il n'y a pas de suite. On doit traiter ça au niveau interne. Ceux qui veulent nous soutenir, nous accompagner pour établir l'ordre dans la partie est du pays, doivent venir soutenir le plan que nous mettrons en place. On ne peut pas attendre d'eux parce que tout ce que la communauté internationale a eu à proposer, tout ce qu'il a eu comme stratégie, toutes les stratégies ont échoué. M. Félix Tshisekedi a tenté de recourir même aux anciens rebelles. Ça a échoué. L'option qui reste, c'est l'option militaire. Il faut imposer l'ordre. Vous n'avez pas d'armes? Non. On vous a imposé un embargo? Non. Comment comptez-vous aller avec l'option militaire? Non, mais alors que vous avez un embargo. Vous ne pouvez pas acheter les armes. Non, le problème c'est que il n'y a pas que cette voie. Là, vous vous avez affaibli le coup. Non, ce qui nous affaiblit, c'est la qualité du commandant en chef. Vous reconnaissez quand même que nous ne pouvons pas acheter les armes. Non, nous pouvons aller affronter l'ennemi sans avoir des armes. Non, nous pouvons acheter. Si nous sommes classés parmi les 10 meilleurs pays armés en Afrique, c'est justement parce qu'on a tenu compte aussi de notre équipement. Comment sommes-nous arrivés à avoir ces équipements? M. Kabila a eu à acheter des armes et nous le savons tous. Par des voies frauduleuses. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est interdit? Vous voulez me dire que quand je suis chez moi, il y a un bandit qui vient chez moi, vous pensez que je ne veux pas utiliser le couteau parce que c'est interdit? Non, il faut savoir hiérarchiser le besoin. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire au monde que nous sommes incapables de nous sécuriser parce que cela risque d'attirer tous ces bandits vers chez nous. Il y a possibilité d'acquérir des armes. Je connais ici au Congo des gens qui peuvent aider la République à avoir des armes. Comme qui? Non, ils sont nombreux. Comme qui? Non, Kabila. Il n'est pas en bon terme avec Joseph Kabila. Non, mais la République n'a pas besoin de crise de ménage entre Félix Tshisekedi et Kabila. Vous voulez qu'il se déplace à Kingakati pour... Non, Kabila déjà au téléphone. Déjà au téléphone. Il faut faire la part des choses entre la personne de Félix Tshisekedi et la République. Si la République veut acquérir des armes, ils ne peuvent que contacter Kabila. Kabila connaît les schémas parce que c'est lui qui a eu à acheter beaucoup d'armes pendant plusieurs années. Si ce n'est pas Kabila, dans l'armée, il y a des traces. Vous pouvez aller, général, comment il s'appelle, Olenga, et encore... Il est à la retraite. Hein? Non, mais il peut être consultant. On a pris Thomas Lubanga qui est un assassin, on a fait de lui consultant, agent de la présidence. C'est-à-dire qu'on peut aussi contacter tous ces gens, avoir des armes pour sécuriser notre population. C'est ça notre souci. On ne peut pas marchander la survie de toute une nation. Même s'il faut aller acheter des armes en Russie, même s'il faut aller partout pour avoir des armes et sécuriser notre peuple, nous devons le faire. Et on a besoin des sanctions. Non, mais attendez, les sanctions contre nous, alors que nous nous défendons. Général Olenga a été sanctionné. Non, mais il a été sanctionné pour autre chose. Mais si aujourd'hui, on veut... Aussi parce que, selon vous, il aurait été utilisé pour l'achat d'armes. Non, mais quoi? Vaut mieux qu'il soit sanctionné que toute la République. Au nom de la République. Non, mais attendez, moi je pense que ce qui est important, nous devons arriver à prioriser, à hiérarchiser nos besoins. Nous devons nous dire, la survie de notre nation passera par la préservation des vies de nos concitoyens. Nous avons connu toutes sortes d'humiliations. On continue à nous tuer. On continue à massacrer nos enfants. On continue à violer nos femmes. Et pensez-vous vraiment que nous pouvons aujourd'hui hésiter de trouver des solutions pour y mettre fin? Même s'il faut tuer les gens ici, on doit les faire. On n'a pas de choix.
Non, La loi ne l'autorise pas, papa. Non, la loi n'autorise pas de tuer des assassins. Il faut les arrêter, les juger et les condamner. Non, mais je dis, même s'il faut les tuer, il faut le faire. Vous pensez que l'État n'a pas un côté sombre? Vous pensez que dans l'État, la fonctionnalité de l'État, il est strictement interdit de tuer des gens? Alors, ça sert à quoi de créer l'État si nous ne sommes même pas capables de préserver le peu d'honneur que nous avons? Aux États-Unis, il y a des assassins officiels. Des gens qui tuent pour préserver l'État. Des machines à tuer. Ils sont là, ça existe. Au Congo, il n'y en a plus. Il y en a, ça existe, papa. Très bien. On ne va pas rentrer dans les domaines sensibles de l'État. Le côté sombre de l'État, on laisse ça aux experts, Alain Bolodja. Mais un mot, quand même, il y a une table ronde à Lubumbashi pour la réconciliation, la paix entre les communautés du Katanga et celles du Kasaï. Le président lui-même s'est déplacé, il est au Katanga pour réconcilier les deux peuples en conflit. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Après le Katanga, il doit aller dans les grands bandes. Après les grands bandes, il doit aller à l'Équateur. S'il le faut, c'est normal. Après, non, il le faut. Ouais. Après l'Équateur, il doit aller dans la grande orientale. Ouais. Après grande le symbole de l'unité. Non, mais effectivement, il doit faire ça. Mais fort malheureusement, les méthodes ne sont pas adaptées. Ah, c'est là vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette démarche? Qui ont jeté les fertilisants du tribalisme dans ces pays? C'est M. Félix Tshisekedi. Il a eu à poser beaucoup d'actes qui ont développé ces visées-là. Justement parce qu'il y a eu beaucoup de maladresses. Il vous souviendra que M. Félix Tshisekedi, lors de la campagne, lui et M. Kamere, ont dit non, voilà, il faut soutenir M. Félix Tshisekedi. Lui, il est du centre, et moi, je suis de l'Est. On veut que nous soyons tous pour les gens de l'Ouest. Et si les gens de l'Est ont le pouvoir, nous gagnons quoi? Il faut soutenir Félix Tshisekedi parce qu'il va faire de moi Premier ministre. J'ai la vidéo. Hein. C'est un discours de campagne. Non, mais effectivement, c'est ça la division. J'ai la vidéo. Voyez-vous? Et après, on vous dit, les gens de Bandundu sont des tribalistes, ils combattent... Non, mais qui a dit ça? Monsieur Félix Tshisekedi. Ah, il n'a pas dit ça. Oh, voilà. Où est-ce qu'il a dit que les gens de Bandundu... Non, mais attendez. Tribalistes. Lui-même a dit que sa communauté ou sa tribu, ou sinon la tribu, sa tribu est victime du tribalisme. Tout ça, c'est parce que M. Fayoulou n'a pas supporté le fait qu'il a été nommé par M. Kabila, bien que ce n'était pas ça le terme. Le fait qu'il est paraphrasé. Et donc, les gens de Bandundu ont tué les Kassaïens à Kikwit parce qu'ils n'ont pas voulu accepter son élection. Ça, ce sont des fertilisants. Non, mais attendez, démarche attendez, c'est lui le problème. Non, on ne va pas réconcilier les communautés en prenant quelques têtes de notables et surtout de gouverneurs. Vous faites semblant de réfléchir avec sourire et en fin de compte, il n'y a rien. M. Félix Tshisekedi a dit, sa communauté était victime du tribalisme et il a eu aussi à citer les Équatoriens dans le même sens contre toutes les autres tribus. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait un problème. Ils ont eu à organiser une activité en Bujimaï devant plus de 20 000 personnes. Il y a ce fameux pasteur Anakle Kabalou qui a dit devant tout le monde, yo muluba yo kasaya o ako combattre Félix Tshisekedi ngombe komi tu na biso yo no combattre Félix Tshisekedi pour nini so combattre Félix Tshisekedi okokufa. Ça c'était les fertilisants. Mais je l'attendais, mais je me dans ces nominations. C'est qu'il veut dire quoi? Alain Bolodja, tout ça, on ne va pas refaire l'histoire. Au moment où quelqu'un s'engage, le chef de l'État s'engage. Il ne s'est pas engagé, il n'est pas sincère. Dans une démarche de réconciliation. Non, ce n'est pas ça la réconciliation nationale. Si vous vous rappelez, ce n'est pas ça la réconciliation. Sombre. Non, ce n'est pas ça la réconciliation. Mais ce fait, c'est que dans ces nominations, il ne voit que les Kassai. Si c'était vous à sa place, vous auriez dû procéder de cette manière. Éviter de tisser des conflits dans ce sens-là. C'est ce qu'il faut éviter. Parce que lorsque vous posez des actes, vous l'avez si bien dit, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Cela veut dire quoi? Tout ce que vous posez comme acte, vous quittez le niveau des tribus, de la tribu, vous allez vers l'État-nation. Tout ce que vous posez comme acte,
il faut tenir compte de la sensibilité de la question. La Constitution, le Constitution ont insisté sur ces problèmes-là. Évitez le tribalisme. Parce que nous avons 450. La situation est déjà explosive. Comment pouvez-vous expliquer? Vous êtes président de la République. On répartit les tâches au niveau des instances, au niveau des institutions. Vous savez très bien que les Katangais sont frustrés. Vous prenez le poste revenant aux Katangais, vous donnez à un Louba qui habite les Katang. Quel poste? Non, mais il y a des postes comme ça. Quel poste? Non, même au niveau de la CED, la dame qui représente les Katang là-bas n'est pas katangaise. Le Premier ministre est katangais. Non, mais attendez. Le cadre du chef de l'État est katangais. Oui. Cela n'est pas suffisant. Non, mais attendez. Alors, citez-moi dans ces fameux gouvernements, est-ce qu'on a tenu compte des Loubakat? Ce sont eux qui sont majoritaires dans les Katang. Il faut d'abord vous poser la question, qu'est-ce que Mobutu a fait pour régner pendant plus de 32 ans? Il tenait compte de cette question-là. Il faut être très sensible, il faut être très intelligent pour gérer le Congo. Le Congo n'est pas comme le Rwanda. Le Rwanda, ils n'ont que 3 tribus, mais il y a 850 000 personnes qui ont été tuées. Il y a des choses qu'il faut éviter. Vous poussez la population à s'attaquer contre certaines tribus. Et vous pensez que les autres ne vont pas réagir? Moi-même, là, je suis victime du tribalisme. Lorsque vous critiquez, c'est que non, il faut éviter ça. C'est une question très sensible. Et si les gens ne savent pas comment gérer, ça pose problème. Prenons alors par rapport à leur approche. Cher ami, j'ai suivi votre fameux ministre de l'Intérieur. Non, le ministre de l'Intérieur. Oui, c'est fameux ministre. Excellent, ça veut pas m'aller assez long. Daniel. Il est excellent d'après vous. Ouais. Oui. D'après la loi du pays. La loi n'a pas fait de lui. Ce n'est pas la loi qui fera de quelqu'un excellent. Ce n'est pas une fonction d'État. Voyez-vous? Ce monsieur dit, il a sillonné quelques quartiers de la ville de Lubumbashi. Il n'a pas trouvé un Kassaïen et un Katangais se battre, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de crise. Bon Dieu! Et trouvez-vous ça sérieux? Quelqu'un qui ne sait même pas comment identifier le problème, qui ne sait même pas donner des orientations, et vous considérez que ces gens-là seront en mesure de résoudre le problème. Tenez, j'ai suivi l'interview, le point de presse, ou l'interview de M. Samalou Konde. Sincèrement, en le suivant, il était pratiquement dans le même état d'esprit que la dame d'ensemble. Maman Mounongo. Oui. Il était pratiquement dans la même optique. Il a dit quoi? Non, il a dit pour sa part que le problème doit être résolu de manière globale. Il faut arriver à résoudre le problème en termes de déséquilibre tel que nous l'avons toujours dit. Et il considère pour sa part que ceux qui se déplacent doivent respecter le mœurs, les us et coutumes des lieux où ils arrivent. Pratiquement ce que la dame avait dit. Mais lorsque vous allez auprès de ceux qui sont à côté de M. Félix Tshisekedi, vous sentez que M. Félix Tshisekedi est plutôt dans un sens contraire. Tous les Congolais ont le droit d'aller où ils veulent. C'est-à-dire que le Premier ministre défend... Pardon? Cette phrase-là, ne viole pas la loi. Non, la phrase ne viole pas la loi. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on parle de tout Congolais. On ne parle pas de la masse. C'est différent. Et il faut tenir compte de la sensibilité de question. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre que le Congolais se déplace, mais le Congolais doit se déplacer dans le respect des pays ou des lieux où ils arrivent. Mais ce qui est important de retenir, déjà, M. Félix, c'est qu'il cherche à défendre sa tribu. Le premier, c'est comment vous appelez? M. Samalou Konde cherche à défendre sa tribu. Automatiquement, les deux acteurs majeurs de la question ne s'entendent pas sur ces points-là. Et déjà, les deux là posent problème. Où est-ce que Félix a fait preuve de volonté de défendre sa tribu? Non, mais on vous a démontré là. Vous suivez ce que ses proches disent. Vous suivez ce que lui-même dit. Ce sont ses proches. Lui-même, par rapport à cette question, il ne s'est pas encore exprimé. Comment peut-on... Non, cher ami. Et je ne vois pas comment les juger. Comment peut-on expliquer quelqu'un qui est présenté comme le symbole de l'unité nationale dire devant la masse que si les Katanga et si les Kassai ne s'est pas développé, c'est à cause des autres tribus? Non, mais dites-moi, est-ce sérieux
que vous êtes devant Machamoumenou, vous dites aux autres que s'il y a retard en termes de développement, c'est à cause des autres tribus. Ça, ce sont des fertilisants. Ce qui veut dire quoi en clair? Nous avons vécu avec Papa Kassabou, bien que nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Pourquoi vous avez des papas? Non, mais papa, c'est le tout premier président, et puis bon. Et moi, je veux aussi appeler Félix, c'est papa Félix, tu sais que non, il ne peut pas être mon papa, grand frère peut-être. Il ne peut pas être mon papa. Il ne peut pas être mon papa, mais c'est un grand frère. Et il est plus âgé que moi. Beau-frère aussi. Il est en plus beau-frère. Et puis, au-delà de ça, il fait office du président. Double beau-frère, hein? Ah, avec Madame Gisèle. Oui, non, Alain Bolodja. Mais là, on est en politique. Très bien, on va changer de sujet. Alain Bolodja, Sama Lukonde, malgré le fait qu'il est allé au Katanga pour les dialogues de paix entre les communautés du Kasaï et celles du Katanga, il a quand même des retours à Kinshasa où il a fait son bilan. Le bilan d'un an du gouvernement Sama Lukonde est globalement satisfaisant. Alain Bolodja, vous ne voyez pas les choses de cette manière-là? Non, non. C'est naturel pour vous de dire que rien n'a marché pendant l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde? Non, je considère ça, bien que je n'aime pas beaucoup utiliser ces termes, c'est de la masturbation mentale. D'après vous, le bilan de Sama Lukonde? Non, mais le bilan est largement négatif. Très largement négatif. Quelle que soit l'approche que vous allez adopter, que ce soit par rapport à la situation des départs, que ce soit par rapport aux objectifs que lui-même s'est assigné, le bilan est largement négatif. Vous savez, par moments, les gens confondent tout. On ne demande pas à un gouvernement de résoudre tous les problèmes. Mais lorsqu'un gouvernement met sur pied son propre programme, met sur pied son budget, naturellement, ces objectifs-là doivent être atteints. Si on évalue M. Sama Lukonde par rapport au bilan et par rapport au budget, vous allez tous vous rendre compte qu'il n'a rien fait de substantiel. Si vous allez par rapport à la situation de départ, là c'est encore pire. Il arrive au pouvoir. Il vous présente un programme triennal avec 36 milliards de dollars, 15 piliers, 5 secteurs majeurs et 400 et quelques actions. Sur base de ces programmes, il conçoit un bilan, un budget. Un budget de 6 milliards 800 millions qu'il a trouvé. Il n'y a pas eu de loi rectificative, ce qui veut dire qu'il a endossé ces budgets-là. Il commence à mobiliser le moyen. D'après ce qu'on nous dit, il aurait dépassé les assignations. Ils sont allés au-delà de 6 milliards 800 millions. Ils sont même arrivés à avoir plus de 8 milliards de dollars. Ce qui sous-entend que l'État a pu mobiliser plus d'argent que ce qui a été prévu. Mais le budget, en fait, il y a une partie des recettes, d'autre partie de la dépense. Des dépenses. Si les recettes ont augmenté, toutes les dépenses seront prises en charge. Et dans les dépenses, il y a 40% de retenues, de rétrocessions aux provinces, il y a 10% de caisses de péréquation, il y a 50%. Les 50%, il y a la rémunération, le fonctionnement et l'investissement. Qui nous disent, lui, combien de personnes étaient prévues à bénéficier et émarger du budget en termes de rémunération? Combien de personnes ont-elles été payées? Combien d'argent était prévu pour le fonctionnement des institutions? Combien a-t-il dépensé réellement? Quels sont les investissements prévus et quels sont les investissements qui ont reçu des financements? Vous allez vous rendre compte que le budget d'investissement n'a pas été exécuté. On n'a pas respecté les 40% de la rétrocession. On n'a pas respecté les 10% de la caisse de péréquation. On n'a pas respecté le budget d'investissement. Ne me dites pas que le budget, le bilan est positif. Non, il n'a pas dit positif, il a dit satisfaisant. Non, mais satisfaisant veut dire quoi? Satisfaction, ça commence à partir de 50 jusqu'à 69%. Tout en raté. Lorsqu'on dit que l'étudiant a satisfait, ça veut dire qu'il a obtenu moins de 70%, mais il a réussi. La gouvernance la plus médiocre, c'est cette gouvernance que nous vivons là. La plus médiocre.
Ils ne savent même pas évaluer leurs propres actions. Mais par exemple, il y a un point positif quand vous dites qu'il a trouvé un budget de 6 milliards, 800 millions, et maintenant on est à 8 milliards. Ça, c'est il y a une évolution. Non, ça dans c'est les chiffres. Non, ça c'est un point positif. Non, attendez, ça c'est ce que eux disent. Pour vous, ce n'est pas vrai. Non, mais ils vont prouver ça comment? Vous avez un budget avec votre épouse au niveau de la maison. Vous vous dites, ok, pour que les enfants vivent mieux pendant un mois, on a besoin d'acheter ça. Le coût global, c'est à 500 $. Voyez-vous? Vous me dites à moi que vous avez pu mobiliser 800 $. Même si on tient compte des impondérables. Mais les imprévus. Le budget, là, il a eu Covid, il a eu état de siège. L'État congolais a dépensé combien? Pour la Covid, l'État congolais a dépensé combien? Donnez-moi les chiffres, s'il vous plaît. 0. 0 $. 0. État de siège. État de siège, l'État congolais a dépensé combien? Parce que quand vous dites que vous avez mobilisé plus de 2 milliards de dollars de surplus, vous voulez me dire que l'État de siège, ils ont consommé 500 000 $? 500 millions de dollars? Qu'avez-vous fait de surplus en termes de recettes? Les provinces n'ont pas reçu les 40%. La caisse de solidarité, la caisse de péréquation n'a pas reçu les 10%. Les investissements prévus en termes de construction de routes, construction des hôpitaux, réhabilitation, ça c'est une improvisation, ce n'était pas dans le budget. Vous prenez la construction de routes, la construction des hôpitaux, des écoles, des usines d'eau, les forages et les consorts, dans le territoire, dans les provinces, ils n'ont rien fait. Alors dites-moi, ils ont fait quoi avec cet argent? Voyez-vous? Soit peut-être qu'ils sont comme ces parents ivrognes qui ont un budget de 500 $, ils arrivent à dépenser, à mobiliser 800 $, mais il va dilapider l'argent avec des prostituées. Peut-être que les dépenses n'ont pas été rationnelles parce que même au niveau des régies financières, on a constaté avec beaucoup de rapports qu'il y a eu quand même amélioration dans les cadres de mobilisation de recettes. Et selon les analyses d'Alain Boulodjoa, rien n'a été fait dans le sens des chiffres qu'on nous a présentés par rapport au nouveau budget. Ce qui fait que d'après lui, le bilan est négatif. C'est ça le raisonnement d'Alain Boulodjoa. Ça c'est le plan financier. Comparé avec le gouvernement Pepe Ilunga, est-ce qu'à l'époque de Pepe où on avait moins de 8 milliards, les choses allaient mieux qu'à l'époque de Sama où on a un budget un peu plus élevé? Non, mais Ilunga Kamba a eu à exécuter 2 budgets. Le premier budget était un budget de 4 milliards 800 millions. Bien qu'il est arrivé en retard, il n'a pas su bien exécuter parce que c'est M. Félix Tshisekedi qui a tout exécuté pratiquement. Lui, il est arrivé, je crois, au mois d'août avec un budget de 4 milliards 800 millions. Il n'y a pas eu réajustement, ce qui veut dire qu'ils n'ont... Et d'ailleurs, ils n'ont même pas atteint 60% en termes de mobilisation. En 2020, Ilunga Kamba a présenté un budget de 10 milliards 900 millions. Avec un taux d'exécution moins de 40%. Aucune grande réalisation. Aucune grande réalisation. Et en prenant tous ces 2 premiers ministres, la plus grande faiblesse, c'est d'abord en termes d'exercice, c'est-à-dire que la plénitude du pouvoir au regard de la Constitution, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir est géré par qui? Non, mais géré par la présidente de la République. Ça, ce sont des accusations. Non, mais effectivement, si je le dis, c'est parce que nous avons des éléments. Le Premier ministre ne peut pas prendre l'initiative de quoi que ce soit sans que cela soit tamisé au niveau de la présidence de la République. Les ministres sont plus redevables vis-à-vis de M. Félix Tshisekedi que du Premier ministre. Alors que le chef du gouvernement reste le Premier ministre. Voyez-vous? Tous les projets qui sont initiés aujourd'hui, financés, sont des projets de la présidence de la République et nullement du gouvernement. Le ministre des ITP, non, mais on n'attend même pas parler le nom. Non, le ministre de l'ITPR est en train de poser des actions par rapport au programme conçu entre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le programme du gouvernement. Il est plus focus dans ces projets-là.
qui ne sont pas d'ailleurs financés par le gouvernement congolais en tant que tel. Il s'occupe d'abord de la route qui va de l'Ouganda jusqu'en RDC. Il s'occupe de la modernisation de l'aéroport et tout ça. Mais le reste, ce n'est pas lui. Et au même moment, nous voyons des pays étrangers venir construire chez nous des centres de santé, de microcrédits. Et au finish, vous allez vous rendre compte que le pays n'a pas été géré. Si seulement le Premier ministre avait le pouvoir, on pouvait savoir, voilà, il a commencé par tel projet, il va arriver dans ça. Mais si vous prenez déjà par rapport à la situation de départ, la question que nous devons tous nous poser, quel était le besoin avant que lui n'arrive? Qu'est-ce que lui a pu résoudre? Combien de kilomètres a-t-il construit? Combien de centres de traitement d'eau a-t-il construit? Combien d'écoles? Combien d'écoles a-t-il construit? Combien d'hôpitaux construits ou réhabilités? Combien d'emplois a-t-il créé? Et combien en termes de l'éclairage public ça a été fait, financé par lui? Ils ont fait quand même les logos de la RTNC. Non, mais les logos de la RTNC, même mon fils peut les faire. Dans les bilans de même mon fils peut les faire. Mais ce qui est malheureux, il n'y a aucune amélioration des conditions de vie. Et ce monsieur se permet de considérer que son bilan est positif. Soyons sérieux, monsieur. Alain Bolodjoa, le problème c'est qui? C'est Sam Aloukonde qui n'est pas à la hauteur. Lui aussi. Sa tâche, ou le problème c'est le président de la République? Les deux. Nous sommes sortis du cadre constitutionnel. Nous avons une gestion de les jeunes, où le président de la République a le pouvoir plénier. Il a un pouvoir absolu. En violation de la Constitution. Mais ce n'est pas de la faute de Sama. Non, mais attendez. Mais lui a le pouvoir de dire non. C'est ça. Pourquoi il ne peut pas le faire? Non, il ne peut pas le faire parce que c'est un assistant. Il a été recruté dans ses conditions. C'est un assistant? C'est un assistant. C'est l'assistant à la présidence. C'est le Premier ministre. Et d'ailleurs, où en sommes-nous avec le dossier de ces fameux ministres de l'économie? Non, il va formaliser sa démission. Bon, maintenant, la solution. Non, attendez. Qui a déjà lu quelque part, même dans le livre d'histoire, ou qui a déjà vu quelque part, pendant qu'il y a un Premier ministre, son chauffeur n'a pas de permis de conduire? Ah, cette situation est quand même grave. Hein? Moi, j'ai séparé une bagarre aujourd'hui en plein boulevard à poids lourd, où la police, les éléments de la police de circulation routière sont venus interpeller un chauffeur. Ils lui ont demandé le permis de conduire. Il a dit non, mais moi, j'ai pas de permis. On ne fabrique pas de permis chez moi à la maison. On dit, mais pourquoi tu dis ça même? Mais l'État n'a pas encore fabriqué des permis de conduire. Ça fait partie de son bilan. Des choses simples, faciles à faire, mais incapables. Et on dit, il y a des gens qui précipitent les marchés. Non, on lui a posé cette question. Christian Lusako lui a posé cette question. Il n'a pas pu répondre. On doit attendre à ce que l'on finisse l'enrôlement. On doit attendre à ce que l'on finisse les recensements pour avoir des permis de conduire ou pas. Or, s'il n'y a pas de permis de conduire, tous les usagers de la route, tous, surtout ceux qui ont des engins roulants, tous violent le code de la route. Voyez-vous? La gouvernance la plus médiocre. Non, c'est quand même fort, Alain. Non, la gouvernance la plus médiocre. C'est fort. C'est la seule gouvernance républicaine. La gouvernance la plus médiocre. Qui a déjà vu un gouvernement sans permis de conduire? Dites-moi. La plus médiocre. Et il n'a même pas honte, il s'est permis de dire que le président peut. Monsieur, vous n'avez même pas de permis, vous. Que faut-il faire maintenant pour que la solution soit trouvée? Non, le problème, ça reste où Non, mais rester ou ne pas rester, pour quelle finalité, pour quel résultat? Dès lors qu'il a été choisi justement pour ne pas faire ombrage à M. Félix Sekedi. Ça, c'est selon vous? Non, mais c'est ce que nous voyons. Bon, Alain Bolodjoa, très souvent, lorsque un acteur politique est à l'opposition, il est toujours intelligent, toujours cohérent, toujours exceptionnel, mais quand il arrive au pouvoir, on les perd complètement. On a beaucoup de cas comme ça, de gens comme vous, qui est intelligent à l'opposition, mais aujourd'hui au pouvoir ne font rien. Est-ce qu'Alain Bolodjoa ne va-t-il pas devenir comme celui-là, qui était hier intelligent, mais aujourd'hui complètement perdu dans la nature? Non, mais lorsque vous vous laissez engloutiner par le système, vous êtes perdu. Et tout ça, c'est par rapport à l'éducation. Voyez-vous? C'était juste une question. C'est par rapport à l'éducation. Des gens qui n'ont pas reçu une bonne éducation considèrent que le Congo leur appartient. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et au fil, personne ne va se retrouver. La meilleure manière de servir le peuple, c'est d'abord connaître ses problèmes et d'avoir la capacité, pour ne pas dire la capacité.
Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi peut avoir de bonnes intentions, mais il n'a pas la capacité de transformer le problème en solution. Il est mal entouré. Non, il n'a pas d'atout. Très bien. Alors, on va finir par cette déclaration du président de la CENI qui rassure qu'il y aura élection en 2023 de Kadima dans l'une de ses sorties. Il y aura certainement élection. Pas de loi électorale, pas de calendrier électoral, pas de réforme, pas de budget, pas de plan de décaissement. Non, Mbata est là pour ça. Il n'a pas été choisi en vain. Ça fait partie de leurs calculs. Vous croyez en Mbata? Non, je crois à son incapacité à mieux faire les choses. Oh, mais Alain... C'est-à-dire que je crois en sa capacité à mieux faire les choses, à son incapacité, à sa capacité à ne pas bien faire les choses. Pourquoi? Mbata a été choisi là pour avoir une loi électorale taillée sur mesure afin de permettre à Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir. S'ils ont des garanties qu'ils ont la capacité de tricher, ils vont organiser les élections. C'est simple. C'est une obligation, non? Nous le savons. C'est une peuvent... obligation légale d'aller aux élections dans les délais. Non, mais attendez. Ils savent qu'il y a une contrainte. Mais ils veulent contourner la contrainte. Ils peuvent respecter la contrainte en amenant une autre dose qui énerve la Constitution. C'est-à-dire quoi? La contrainte temps n'est pas la principale contrainte. Ce qui importe plus pour le constituant, c'est la qualité des élections. Et comme vous faites pression sur le temps, ils vont respecter le temps sans respecter la finalité des élections. J'ai une question de fond. Vous dites que Mbata a été choisi pour modifier la loi électorale et permettre à Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir. Oui. Sur quel point la loi électorale actuelle peut empêcher Félix d'être élu? Non, le problème c'est que la configuration est déjà telle que faite là. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle maîtrisée par M. Félix Tshisekedi, la CNI maîtrisée par Félix Tshisekedi, on va mettre sur pied une loi qui ne va pas renforcer la capacité de contrôle, la capacité d'anticipation sur les éventualités de tricherie. Cela va permettre à ce que Denis Kadima ait plus de pouvoir afin de publier M. Félix Tshisekedi, même contre la volonté du peuple. C'est ça la subtilité. Et fort malheureusement, ce sont des copistes. Ils ne font que refaire ce que Kabila a fait. Et ce qui est surprenant, l'opposition d'hier accompagne cette procédure-là. L'opposition actuelle accompagne la procédure. Non, l'opposition, ceux qui étaient opposants hier, tout en comprenant le système Kabila, ils accompagnent ça. Mais les opposants d'aujourd'hui, quels font-ils? Non, mais vous êtes un jeune parti en gestation. Non, ceux qui font réellement l'opposition, non, le parti est jeune. Pour empêcher, contrecarrer. Le parti est jeune, mais Alain Bolojua n'est pas jeune. C'est le parti qui est jeune. Que font les opposants pour contrecarrer? J'ai été opposant avant la création du parti. D'accord, on est d'accord. Mais maintenant, que faites-vous, la révolution, opposants, pour contrecarrer la démarche de Mbata? La révolution. Moi je ne calcule même pas. Mbata. Moi, je ne calcule pas. Mbata, c'est un bras séculier. C'est un professeur. Non, mais il est professeur, oui, mais Mbata, c'est un bras séculier. Conscience sans conscience. Mbata, c'est un bras séculier. Vous ne pouvez pas vous attaquer au quado, ou vous ne pouvez pas vous attaquer à l'infirmier alors que le problème touche tout l'hôpital. Voyez-vous? Donc, moi, je pense que celui qu'il faut cibler, c'est le médecin directeur qui gère l'hôpital. L'infirmier n'est qu'un sous-traitant, n'est qu'un exécutant. Très bien. Alain Bolojua, on est à la fin. Un dernier mot d'espoir au peuple congolais qui attend les élections en 2023. Moi, je voudrais plutôt m'adresser à notre jeunesse. On vous dit souvent la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Cet avenir se prépare maintenant. Vous ne pouvez pas laisser ces gens qui sont déjà le formol politique de prendre des décisions contre vous avec votre accompagnement ou votre silence. Il faut que nous arrivions effectivement à nous lever et à imposer une nouvelle discipline. Voilà pourquoi nous invitons les jeunes, les étudiants, tous ceux qui se considèrent comme jeunes, de venir nous rejoindre pour que nous fassions pression, pour que nous arrivions effectivement à changer les rapports de force afin d'imposer la discipline, d'imposer l'ordre. Ainsi, on va résoudre notre problème et on va réinventer l'avenir.
on nous dit que nous sommes une génération sacrifiée, mais il y a possibilité de changer toutes ces choses-là, afin que nous mettions sur pied une bonne gouvernance et que nous aspirions à de grandes choses. Nous sommes une très grande nation, au regard de notre composition, au regard de notre histoire, au regard de ce que nous avons comme atout. Fort malheureusement, nous sommes aujourd'hui la rusée de toutes les nations, justement parce qu'au niveau du sommet, il y a un problème. Votre numéro de téléphone? Lèvons-nous et bâtissons. Numéro de téléphone, un rappel? Plus 243 81 250 28 51. 81 250 28 51. Article 64. Merci beaucoup Alain Bolodjoa d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi. Cette émission est terminée. Si vous l'avez aimé, merci de nous avoir suivis. Lèvons-nous. Yo te aimé.